Oh mon dieu, mais je suis tellement hypé, tellement excité. BioWare nous a fait une petite surprise. Ils ont publié un blog où ils nous donnent des détails sur Dragon Age Dreadwolf. Alors, moi c'est Raphaël, si tu me connais pas, je suis un gros fan de Dragon Age et je suis en Australie. Donc moi je l'ai lu évidemment le blog et je l'ai traduit pour toi en français. Comme ça on pourra découvrir ce qu'ils ont à dire dans ce blog et tu vas voir, il y a des trucs super intéressants. Donc c'est parti, je vais te lire le blog mais en version française. Salut tout le monde, voici une nouvelle mise à jour du blog communautaire de BioWare. Ça faisait un petit moment mais notre travail continue ainsi que la narration. Jusqu'à présent, des années ont été investies dans notre prochain jeu Dragon Age Dreadwolf, avec des centaines de personnes qui bossent dessus pour donner vie à notre vision. Tranquillement mais sûrement, on a construit ce jeu et aujourd'hui, on vous emmène dans l'envers du décor pour vous montrer sur quoi on est en train de bosser. Mais commençons par un petit résumé pour ceux qui sont nouveaux dans le monde de Dragon Age. L'âge ou l'ère du dragon. Dragon Age est une série qui te place au cœur d'un monde magique. Mais ce qui s'y passe pendant ton séjour là-bas, qui vit, qui meurt, qui monte au sommet, qui se fait descendre, qui tombe amoureux, qui perd, tout ça c'est toi qui décides. Il n'y a pas de bon choix, juste les choix que toi, tu fais. Au cœur même de nos jeux sont nos histoires et nos personnages. Chaque morceau est raconté par ceux qui le vivent, des compagnons qui se battent à tes côtés et des ennemis qui cherchent à te nuire. C'est le noyau même des expériences qu'on façonne pour faire ce qui fait un RPG BioWare. Chaque personnage a sa propre motivation et ses buts à atteindre qui influencent le cours du scénario. Mais toi aussi, tu as ton rôle à jouer dans tout ça. Le héros de Ferelden, Dragon Age Origins, le champion de Kirkwall, Dragon Age 2, l'héros d'Andraste, Dragon Age Inquisition. Chacun a marqué les annales de l'histoire avec leur héritage. Mais les temps changent et le temps des héros ne peut durer éternellement. Comme l'a si bien dit un ami, il est temps de trouver un nouveau héros. Créer un jeu vidéo qui a autant de bagages au niveau du lore et du scénario peut être un vrai challenge quand tu veux aussi que cette expérience soit ouverte aux nouveaux joueurs. C'est un obstacle qu'on est excité de surmonter. Le processus est assez répétitif mais dynamique. On a des idées, on les teste, on les jette, on les ramène, on les change constamment pendant ce premier temps de développement. On fait tout ça pour être sûr que les choses se mettent bien en place. Et c'est un processus très collaboratif. On s'entraide tous pour bâtir quelque chose qu'on espère vous plaira beaucoup. Alors, parlons-en, justement. Plus fort que l'épée, de l'expression « la plume est plus forte que l'épée ». Comme on l'a dit, la narration est le cœur de ce qu'on fait. Nos écrivains sont à la tête de ton expérience narrative et bossent avec une équipe talentueuse d'éditeurs, producteurs et de testeurs pour vérifier la qualité de tout ça. Pour établir le scénario, les personnages, les lignes de dialogue et plus encore. Et là, on parle même pas des autres équipes qui bossent de très près avec eux pour donner vie à tout ça. Mais ça veut dire quoi, bosser sur l'écriture et la rédaction dans ces équipes? Et comment est-ce qu'on est en train d'écrire ce Dreadwolf? Ce n'est pas la même chose que d'écrire un livre, par exemple. Car pour un livre, les lecteurs ont tous la même expérience sur la page. Dans le jeu vidéo, chaque joueur interagit différemment avec ce qu'a fait les équipes basées sur les choix qu'ils font, combien du jeu ils jouent et le style de personnage qu'ils veulent incarner. Voici comment notre équipe est en train de penser à ça. Mais avant, un aperçu de l'écriture chez Dreadwolf à travers un codex. Les assets du codex ne sont pas représentatifs du format in-game. Les idées fausses à propos de Necropolis. Personne n'a plus de respect que moi pour frère Genetivi et ses écrits. Mais ce qu'il a dit chez Nevarra manque de détails concernant les pratiques de la grande Nécropolis. Plus je voyage, plus je suis convaincu que ces résumés ont mené des gens peu imaginatifs à des conclusions hâtives, malheureusement. Par exemple, on n'enferme pas nos morts dans des boîtes et taperait son but contre les cercueils.
dans la pénombre. Ceux qui nous quittent sont allongés dans un état de paix. Ils peuvent même se balader. Les structures des non-morts sont des œuvres d'amour, pas juste une idée du genre à mettre des costumes sur des cadavres. Et si jamais il y a un esprit malveillant qui pose problème, on ne les met pas simplement dans une tombe et on jette la clé. Parfois je pense, censuré, pose ces questions pour me taquiner. Du journal de censuré. Alors là, on va lire des propos de 2 membres du staff de Dragon Age Dreadwolf. Je m'appelle Ryan Cormier. Je suis un des 3 éditeurs narratifs chez Dragon Age Dreadwolf. Notre travail consiste à faire en sorte que les histoires de BioWare soient bien racontées. Clarté, cohérence, justesse et précision. Ça pourrait dire corriger de la grammaire dans le codex, voir si le discours dramatique d'un héros est un peu trop longué, revoir les points d'intrigue de l'histoire, ou bien aider un écrivain à choisir une scène à revoir sans que ça ait trop d'impact sur l'arc narratif global. Et on se tape aussi les corrections d'orthographe pour les mots elfiques ou rendre cohérent la voix d'un personnage. Je m'appelle Sylvia Fekete-Kuti et je suis une écrivaine principale chez Dreadwolf. C'est moi qui écris l'entrée du codex Les idées fausses à propos de Necropolis. Et par la même occasion, c'est aussi moi qui écris le personnage qui est l'auteur de cette entrée du codex. Ces codex sont juste un petit aperçu du jeu, mais on voulait les partager pour pouvoir parler de notre écriture et de notre processus de révision. Parfois, quand je dis que j'écris pour les jeux vidéo, des gens n'osent pas trop me dire « mais écrire juste des lignes de dialogue ne te prend pas toute la journée, si ?» Alors non, cette partie du job ne prend pas toute ma journée, mais je bosse aussi surtout sur les actes narratifs, les personnages, les lignes de dialogue, mais je collabore aussi avec les devs pour créer des missions pour le jeu. Je bosse avec eux sur le rythme, le flot d'informations, et je fais beaucoup de révisions dès que j'ai des retours sur le travail fourni. Nous sommes aussi responsables des textes non lus par les acteurs, les entrées de codex, les notes que vous trouvez dans le monde, les descriptions des items, les noms des armes, etc. Une grosse partie de mon taf consiste à expliquer les besoins narratifs de mes personnages et de leurs missions aux autres départements et tout coordonner avec eux. Il semble que vous faites beaucoup plus de ce qu'on pourrait s'attendre d'un éditeur ou d'un écrivain normalement. Comment bossez-vous ensemble alors ? Sylvia répond. Très tôt dans la conception, l'équipe d'éditeurs donne leur retour avec l'équipe de narration sur les choses de haut niveau, comme les nouveaux personnages, le scénario et les thématiques. Dès qu'on finit une première ébauche pour un personnage ou une mission majeure, nos éditeurs nous fournissent des retours sur ça pendant nos révisions entre collègues. Ryan répond. À ce stade-là, alors qu'on s'approche de la pré-production, les éditeurs discutent avec les écrivains des sujets plus globaux comme les personnages, le lore et les thématiques. Ces éléments sont ceux qui ont besoin de plus de temps. La révision commence large d'abord pour ensuite aller plus en précision plus tard dans le processus. Car en vrai, ça n'aide pas du tout pour un écrivain d'entendre des remarques sur une ligne de dialogue qui ne va pas quand on est encore très loin d'avoir finalisé quoi que ce soit. Ce qu'on appelle les révisions ligne par ligne, c'est plus vers la fin d'écriture. Sylvia reprend. Une fois que les révisions sont faites, on passe à l'enregistrement des voix. C'est là que les éditeurs vont suggérer des choses pour améliorer les lignes de dialogue, où ils vont repérer des incohérences dans l'écriture. Il faut aussi savoir que les éditeurs sont tout autant investis dans les personnages que les écrivains. Donc du coup, quand je doute de quelque chose ou que j'ai une question, je vais les voir pour avoir une deuxième opinion. Ryan reprend. Dans ces moments de finalisation, on révise vraiment tout. La grammaire, l'orthographe, le rythme, les voix, tout passe au peigne fin. On lit le texte à voix haute dans le bureau pendant qu'on examine le lore, le ton, la voix et les autres détails qui font que les lignes changent pendant l'enregistrement ou même comment ça apparaît dans les sous-titres. Les notes pour les prises de voix et les résumés du scénario sont aussi finalisés à ce moment-là. Tout ça inclut le travail entre écrivain et éditeur et on parle, on débat, on change, on n'est pas d'accord, on débat, on s'accorde et puis finalement tout est envoyé pour l'enregistrement et la traduction. Donc vous bossez ensemble de très près.
Qu'en est-il des autres équipes et des développeurs? Ryan répond, les éditeurs sont la passerelle entre les écrivains et les autres équipes qui sont en dehors du studio, comme les acteurs ou les équipes de localisation. Une fois que nos copies sont finalisées, nos dialogues de jeu sont envoyés aux acteurs et aux traducteurs. Les éditeurs bossent avec eux pour régler les soucis du genre, des blagues qui fonctionnent en anglais, mais pas dans une autre langue. Ou bien si on a un nom cool pour une ville de Tedas, mais que c'est un mot abject dans une autre langue, etc. Sylvia ajoute, une des meilleures questions que j'ai reçues pour Dragon Age Inquisition de la part d'un traducteur allemand était que voulait dire ce personnage quand il parlait de danseur à pompons. Je l'ai un peu dit plus tôt, mais mon travail avec les autres équipes est très basé sur la communication. Est-ce que l'équipe d'enregistrement ont les bons contextes nécessaires pour leur taf? Est-ce que ceux qui bossent sur l'artwork des personnages ont les notes qu'il faut pour altérer la tenue d'un personnage basé sur l'arc narratif ou sur l'évolution narrative? Souvent, les gens comparent les jeux narratifs à des films, mais beaucoup ne sont pas comme ça quand on parle de structure. En vrai, les RPG qu'on fait de cette taille sont plus comme une saison complète d'une série télévisuelle, mais qui n'est pas linéaire et qui change tout le temps. C'est comment décrire chez Dreadwolf quand on a bossé sur Inquisition? Sylvia répond, ça fait 8 ans depuis Inquisition. J'ai vu des gens en parler avec nostalgie, car ils y ont joué quand ils étaient adolescents. C'est fou. Dreadwolf est un exercice d'équilibre entre répondre à des questions qui datent de cette époque pour les joueurs vétérans et créer un jeu qui est accessible aux nouveaux joueurs. Mais pas que, car il y a aussi des gens qui ont joué à Inquisition, mais pas à Origins ou Dragon Age 2. Ryan répond, contrairement à nos autres séries qui se passent dans des galaxies lointaines, Dragon Age Dreadwolf nous ramène à Tedas, où on peut revisiter des amis et des endroits familiers. On a des fans qui n'ont pas passé du temps avec Dragon Age depuis 2014. On en a d'autres qui ont tout lu et tout vu. Comics, romans, films, etc. Et on en a d'autres qui n'ont jamais joué à un Dragon Age et qui ne savent même pas qui est le mec chauve qu'on voit dans le dernier trailer. C'est Solas. C'est un public varié et bosser chez Dreadwolf nous a conduit à des conversations autour de comment récompenser nos fans de la première heure, mais en même temps bien accueillir les nouveaux venus. Sylvia ajoute, on a parlé d'autre chose, bien sûr, mais on ne peut pas discuter de ça pour l'instant, évidemment. Que diriez-vous à un fan, nouveau ou ancien, à propos de ce qui rend un jeu Dragon Age unique? Sylvia répond, pour moi, BioWare a toujours eu cet héritage de Donjons et Dragons dans ses veines. J'essaie de mettre un peu de ça dans mon travail, c'est-à-dire ce que j'aime des jeux de rôle sur table, comme les rencontres un peu bizarres, les méchants tout pleins de fierté, des aventuriers qui se rencontrent au hasard et qui font équipe, des arcs narratifs avec des enjeux énormes, mais qui retiennent quand même un côté enjoué ou qui retient ce côté très aventure. Dragon Age est tout ce que j'ai aimé dans les meilleurs jeux de rôle fantasy sur table auxquels j'ai joué. Ryan répond, pour moi, ce sont les personnages. Une histoire de Dragon Age est remplie d'héros avec qui tu voudrais bien prendre un verre dans une taverne à Kirkwall ou aller en soirée stylée à Antiva. Ce sont des amis qui, avec leurs réactions, leurs plaisanteries et tout ça, font que le temps passe très ou trop vite. Le meilleur compliment que nos fans nous ont fait, ce sont les années de fan art, de cosplay et de fanfiction que Dragon Age a inspiré. C'est une connexion sincère entre notre audience et nos créations. Et un méchant qui fait que les gens crachent au sol rien qu'en mentionnant son nom, c'est encore mieux. On ne peut pas encore montrer nos personnages en action dans le jeu, mais ce n'est pas la seule façon d'en découvrir plus. Parlons un peu de ces entrées de codex. Ryan répond, les entrées de codex sont très importantes car ça donne des infos supplémentaires aux joueurs sans interrompre le rythme du jeu. Par exemple, les joueurs pourraient avoir envie d'en savoir plus sur la grande nécropolis à Nevarra, mais les personnages ne devraient pas être ceux qui donnent les infos aux joueurs, sinon ces personnages auront l'air d'être des guides touristiques.
Et ça casse l'immersion du jeu. Avant l'écriture, l'équipe narrative discute des entrées qui sont nécessaires ou non. C'est vraiment important de bien chronométrer ces entrées avec la progression du joueur. Personne ne veut d'une douzaine d'entrées de codex dans les 10 premières minutes de jeu. Mais pour le joueur que ça intéresse, il ne devrait pas non plus attendre longtemps pour en savoir plus sur les gens, les endroits et les concepts qui sont introduits. Est-ce qu'un codex est débloqué car quelque chose est mentionné pour la première fois? Quand un personnage apparaît? Est-ce que le codex est seulement nécessaire si le joueur interagit avec l'objet en particulier? Sylvia ajoute: faire nos entrées in-game, c'est-à-dire dans le monde du jeu, nous permet de jouer avec les informations. Mon entrée que j'ai partagée, les fausses idées à propos de Necropolis, a été très amusant à écrire. Je voulais que l'auteur soit frustré avec ce qu'a écrit frère Genetivi à propos de Necropolis, tout en restant en déni de sa profonde irritation avec cet expert reconnu mondialement. C'est un journal et pourtant on voit que l'auteur fait preuve de décorum même dans ses écrits privés. Et la micro-révélation à la fin que c'est quelqu'un qu'il connaît dans la vraie vie, pas très loin de Genetivi, qui pique le pauvre homme à propos des rituels des morts de Nevarra. C'est très fun de faire des choses comme ça, mettre couche sur couche pour être analysé, car on sait que nos joueurs sont très au taquet sur ce genre de choses. Ils apprécient les indices dans les codex, mais aussi le fait que c'est écrit avec la personnalité de l'auteur ou du personnage en tête. C'est aussi un processus collaboratif. Mon entrée chez Necropolis, comme beaucoup d'autres, a été édité par Cameron Harris, un autre éditeur de l'équipe. Voici 2 autres codex. Qu'en pensez-vous? Censuré par Dragon Vinsomna. Apparence, dos sombre et ventre léger. Elle est dure à repérer quand elle est sous l'eau, comme ses baleines. Sa diète, calamars ou ces gros vers qui sont près de la rive. Elle utilise ses éclairs pour étourdir sa proie. Ses mâchoires sont plus comme des becs, bons à agripper les choses molles ou pour briser des coquilles. Je pense que ses éclairs aident aussi pour sa vision sous l'eau. Elle fait des petits crépitements avant qu'elle n'attaque. Comportement. Elle chasse plus que ce dont elle a besoin. Elle n'attaque pas, censurée, sauf s'il s'approche de trop près de son repère. Là, elle les tue rapidement. Je pense qu'elle a des bébés dragons. Elle doit être en train d'essayer de les nourrir sans pour autant chercher à se battre. La seule raison pour laquelle un dragon reste aussi tranquille, c'est pour protéger ses enfants. La douairière en chaleur, volume 3. Une triste copie encore en très bon état et non lue d'une missive au contenu peu vertueux. La douairière en chaleur accueille en même temps la saison et la chaleur avec un retirage de ses besoins de chevalier. Une histoire de temps de guerre, des frontières brisées, des coups échangés et la promesse d'un amour de se retrouver malgré la séparation, avec une intention sournoise. Une histoire qui tombe bien à pic et qui parle des tensions soulagées avec des soldats en unisson. Ok, note de moi, Raphaël, il y a des sous-entendus sexuels en anglais que je ne sais pas comment traduire en français, je vais t'avouer, mais c'est très très bien écrit en anglais, les jeux de mots sont vraiment magnifiques. Mais pour la faire courte, cette histoire parle, enfin c'est sous-entendu que ça parle d'une orgie. Donc voilà, la douairière en chaleur, exhibition. Pour ceux aux pensées nobles, mais qui ont le pas rapide. Alors je suis le Raphaël du montage, je pense que la meilleure traduction a été noble de pensée, mais aussi très vigoureux. La dame elle-même dit, c'est historiquement discutable, mais on peut préférer le soulagement d'une fin heureuse. Pour ceux qui évitent la politique, mais pas grand-chose d'autre, 3 foulards choqués sur 5. Alors si tu ne connais pas la douairière en chaleur, c'est en fait une auteure dans Dragon Age qui écrit des romances érotiques. Il y a un reveal à propos de cet auteur dans le jeu, mais je ne veux pas te spoil. Demande-moi en commentaire si tu veux que je te dise c'est quoi le reveal. Nous espérons que vous avez aimé cette première discussion sur l'écriture, la révision et comment nos équipes gèrent ça pour Dreadwolf.
On bosse ensemble tout le long du développement et dans des façons que vous imaginez même pas. De l'intégration de matériaux écrits dans le Game Engine à lui-même, à nos devs qui font des lignes de dialogue en yaourt pour des personnages. C'est un processus qui prend du temps et qui évolue au fur et à mesure. Et là, il montre des artworks de fans, de Solas, très cool, merci beaucoup. Mais il y a autre chose un peu à la fin. Tout est orchestré ou planifié. Tous les jours, le jeu se rapproche de son prochain checkpoint important dans le développement et se rapproche du moment où vous pourrez y jouer. Mais ces changements ne s'opèrent pas juste comme ça. On travaille dessus en équipe et on fait en sorte d'arriver à bon port en restant fidèle à notre vision. On veut continuer à vous montrer ce qu'on fait, alors dites-nous si ça vous plaît. On a des choses plutôt fun de prévues, alors gardez un œil sur nos mises à jour communautaires et ça inclura ce que sur quoi nos designers sont en train de travailler. À la prochaine et que le loup implacable, Dreadwolf, vous emporte. L'équipe de BioWare. Alors t'as skip la traduction, hein. Bon c'est pas grave, t'inquiète, je te donnais le résumé là direct. Ce que c'était en fait, sa publication, c'est vraiment un focus sur l'écriture de Dragon Age Dreadwolf. Ça a été fait pour rassurer les fans comme moi qui sont des fans de la première depuis Dragon Age Origins et pour les nouveaux fans qui vont arriver parce que ben oui, devine quoi, Dragon Age Dreadwolf, c'est le 4e Dragon Age, donc forcément t'as des gens qui se disent bon bah ça fait 4 jeux déjà, c'est le 4e jeu, je veux pas perdre mon temps, je veux rien comprendre. C'est un peu comme les Final Fantasy, il y a vraiment cet a priori qu'un Final Fantasy, tu dois avoir joué à tout pour comprendre le dernier en date, alors que pas du tout. Mais pour Dragon Age, c'est un peu différent, j'avoue, parce que les histoires sont interconnectées. Si tu as joué à Dragon Age Origins, tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans Dragon Age 2 et Inquisition, et tu as des aboutissements de scénarios qui ont beaucoup plus d'impact si tu es là depuis le début. Mais c'est pas grave parce que justement cette publication a vraiment mis en lumière le fait qu'ils ont vraiment bossé dur pour mettre en équilibre la récompense des fans vétérans et de bien accueillir les nouveaux fans. Ce qui est très cool aussi, c'est qu'on a eu un petit aperçu avec des entrées de codex de ce qu'on pourrait avoir dans le jeu. On voit le retour de la douairière en chaleur, si tu sais, tu sais. Tu as aussi un peu un aperçu de Nevarra et de Necropolis et peut-être qu'on aura à faire face à des morts vivants, qui sait, bref, c'est vraiment stylé. Mais si tu veux, le cœur vraiment de sa publication, c'est pour moi BioWare qui montre aux gens, au grand public, aux médias, aux fans, etc. qu'ils vont vraiment faire un effort sur ce Dragon Age Dreadwolf. On voit vraiment que c'est un focus, parce que comme je l'ai dit très souvent depuis un moment déjà, BioWare est sur le chemin de la rédemption, parce qu'avec les flops de Mass Effect Andromeda et d'Anthem, ils se sont pris beaucoup de coups dans la gueule. Et Mass Effect Legendary Edition a commencé à redorer un peu leur blason. Mais là, ils doivent revenir évidemment avec un jeu original qui va frapper fort. Et Dragon Age Dreadwolf semble être vraiment le jeu qu'ils veulent. Ils veulent vraiment que ça redonne, on va dire, de la lumière à BioWare. Et c'est précisé à plusieurs fois dans l'interview de façon, on va dire, assez intéressante, que chez BioWare, ce qui est très important, c'est le côté unique de leur écriture en ce qui concerne les personnages et surtout le choix. Ils mettent beaucoup d'emphase sur le choix que tu auras dans le jeu. Encore plus qu'avant, je pense, c'est un truc que j'ai entendu dire depuis un moment, les insiders en parlent aussi, c'est que le choix va vraiment être poussé à un niveau encore plus fort que précédemment. Alors que précédemment, c'était quand même assez ouf. Les choix qu'on avait, c'était pas encore genre énorme, mais on avait quand même un choix assez intéressant. Tu crées ton personnage, tu façonnes l'histoire à travers ton personnage, tu fais des choix de vie et de mort, de romance, etc. Bref, c'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont passé beaucoup de temps à parler, tu vois. L'écriture, le choix, les personnages et vraiment ce côté donjons et dragons en termes d'héritage de BioWare qui sont dans les veines de BioWare. Et si tu connais un peu Donjons et Dragons, tu sais que pour les jeux de rôle sur table comme ça, c'est vraiment toi en tant que joueur qui façonne le scénario, qui est là, qui est écrit. Tu as le maître du jeu qui te conduit un peu sur tes aventures, mais c'est toi qui décides ce qui va arriver et c'est toi qui va décider des plans de scénario et tout ça. Et je pense que là avec Dreadwolf, ils vont vraiment mettre ça en avant pour remettre en avant ce qui fait la force de BioWare. Pour moi, cette publication est encore un indice encore fort
que Dragon Age Red Wolf est vraiment un jeu important pour BioWare. C'est pas vraiment un jeu qui, si ça flop, ils vont s'en foutre. Non, ils veulent vraiment que ce jeu marche. Et ça me rassure. Et dans les codex, ils ont montré, et dans la façon dont ils ont parlé d'écriture de Dragon Age, et comment les gens là qu'ils ont interviewés sont les gens qui ont bossé sur Inquisition, jeu de l'année 2014. Ça rassure aussi ceux qui ont adoré Inquisition. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé Dragon Age avec Inquisition. Du coup, ça rassure en disant, écoutez, Dragon Age Red Wolf a peut-être a eu un gros changement de staff, mais on a quand même des vétérans qui sont là depuis un long moment, même depuis le jeu que vous avez kiffé. Donc pour moi, c'est vraiment la publication qui rassure et qui met l'emphase sur le fait que Dragon Age Red Wolf, c'est le choix du joueur primordial, un gros travail sur le lore et les personnages, et une cohérence et on va dire vraiment une connexion indélébile au Dragon Age précédent. Donc, il n'y a pas vraiment une coupure, il n'y a pas un cassage, même si ce Dragon Age Red Wolf va être absolument accessible aux nouveaux joueurs qui n'ont jamais touché un Dragon Age de leur vie. Franchement, après avoir lu ce blog, j'avais les étoiles dans les yeux. Tu le sais, Dragon Age, c'est la vie, c'est le jeu de ma vie, c'est le jeu que j'attends le plus. Donc, je suis hyper excité de voir ça, de lire ça. Ça me rassure de ouf parce que bon, évidemment, comme tout le monde, j'ai un peu des doutes. J'espère que ça va marcher, j'espère que ça va être un bon jeu. Évidemment, mon cœur de fan sait que ça va être un jeu que je vais adorer, mais mon cœur de gamer, on va dire, qui dézoome un peu, espère quand même qu'ils vont pas se planter parce que j'ai envie que des nouveaux fans découvrent Dragon Age, qui tombent amoureux de Dragon Age, qui découvrent les autres entrées dans la série par la suite et faire grandir la communauté Dragon Age, parce que voir des nouvelles personnes qui découvrent le jeu, moi ça me fait tellement plaisir, ça me rend tellement heureux. C'est comme avec Final Fantasy VII Remake, de voir tellement de nouveaux fans prendre FF7 dans leur cœur, de découvrir l'univers FF7, découvrir Cloud, Aerith, Tifa, Barret et tout ce que tu veux. Franchement, ça me fait tellement plaisir, ça me rend tellement heureux. Donc j'espère vraiment que, que Dragon Age Red Wolf va être aussi bien qu'il semble le dire. Voilà ce que je pouvais te dire sur cette publication de BioWare sur leur blog communautaire en ce qui concerne Dragon Age Red Wolf. Évidemment, tu auras d'autres vidéos de Dragon Age qui arrivent, t'inquiète, il y en a une en préparation justement. J'espère que tu as kiffé. Mais en tout cas, si cette vidéo t'a plu sur Dragon Age, j'en ai fait une autre tout récemment. Donc n'hésite pas à aller voir, je te mets ça juste là. En tout cas, n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde d'obsédé. Tu mets le pouce bleu d'ailleurs si tu as kiffé la vidéo. Tu t'abonnes à la chaîne si tu es fan de Dragon Age. Tu vas voir, tu auras plein de vidéos. Mais surtout, vive Dragon Age et vive les beaux gosses.